Voilà, alors je reviens pour la deuxième fois sur cet objet qu'on avait vu il y a 2 cours, parce que c'est une histoire sans fin, ça n'arrête pas de rebondir. Voilà, la coupe de la Bibliothèque nationale, qu'on appelle communément coupe de Khosrow, coupe de Khosroès, mais bon, apparemment, il pourrait peut-être plutôt être attribué à son père Kawad, d'après des petits détails de la couronne. C'est assez incertain. Alors, il y a un fait nouveau, c'est que je vous avais annoncé que j'avais prévu d'aller voir l'objet à la Bibliothèque nationale. Ça n'a pas été facile à organiser, il a fallu beaucoup de temps, avec Samra Zarnouch et Anka Dan, ici présentes. Et alors là, voilà, grosse surprise. Pratiquement tout ce que je vous avais dit sur les inscriptions, vous oubliez. Parce que ces inscriptions, elles n'existent pas. Ou plutôt, elles n'ont existé que dans l'esprit de celui qui les a publiées, le philologue, historien hongrois János Armata, qui a vu l'objet vers 1960, qui les a publiés 23 ans plus tard, et pour des raisons sur lesquelles je vais brièvement revenir, ça a été l'omerta depuis. On n'est pas allé voir, on n'a pas voulu aller voir, ou on n'a pas pensé utile d'aller voir. Enfin, au bout du compte, je vous avais dit qu'il y avait l'indication du poids, qu'il y avait une indication de propriétaire, semble-t-il, Adur Burzen, et qu'il y avait la formule du Bismillah. Bismillah, il n'y a rien. Des petits tout ça, c'est des petites éraflures sur la surface de l'or, probablement liées à des opérations de nettoyage. Adur Burzen, il n'y a pas non plus. Bon, alors il y a le poids, et en plus il l'avait mal lu. Bon, toujours est-il que les choses vont finalement être remises sur pied, puisque Samra prépare une étude. Elle a développé toutes ces questions dans son séminaire de l'école des hautes études, et que probablement Anka, qui a aussi des idées là-dessus sur l'iconographie, va être amené à contribuer aussi. Alors l'article, Armata avait publié un article qui était dans les comptes rendus de l'Union académique internationale, dont il était le président, organisme ô combien prestigieux. En 1992, l'article s'appelait « La coupe de Khosrow et la légende du Graal ». Alors, ça donne envie de lire. Bon. Donc, il se trouve que on le savait, on l'a su dès cette époque, et on l'a su de plus en plus. Armata était un délirant sériel épigraphiste. Ça existe, ça a frappé même de grands épigraphistes. Je ne pense pas qu'Armata ne l'ait jamais été, mais c'est une forme, semble-t-il, de vieillissement des épigraphistes qu'on a trouvé aussi chez d'éminents épigraphistes des inscriptions grecques ou autres, ou étrusques. Ils finissent par, je ne sais pas si ça a été étudié en psychologie, ils finissent par lire ce qu'ils ont envie de lire, mais dans certains cas, ça a amené des extrêmes considérables, puisqu'il y en a, ce serait toute une saga, il y a les inscriptions de la synagogue de Doura Europos, dont pendant 40 ans, une édition a fait autorité, où l'auteur avait lu des inscriptions intralinéaires. Les inscriptions existaient, mais les inscriptions entre les lignes n'existaient pas. Et c'est à moi qu'il est revenu en 1987 en allant voir ça sur place. Il avait lu sur photo, de constater que c'était totalement imaginaire. Bon, il y a des gens qui ont inventé des écritures et même des langues en les lisant. Bien. Alors, Armata, la leçon à tirer de tout ça, c'est tout de même les ravages que peut causer le prestige scientifique et le non contrôlé,
et les positions institutionnelles. Parce qu'Armata était un homme très puissant. Il était président de l'Union académique internationale. Il était très puissant à l'UNESCO. Donc je vous signale que dans la collection pas mauvaise History of Civilizations of Central Asia, il y a un volume dont plusieurs chapitres sont complètement caducs. C'est le volume 2, celui qui couvre la période 700 avant Jésus-Christ à 250. Pourquoi c'est caduc? Parce que le directeur du volume, c'était Armata, et qu'il a fait les chapitres sur les inscriptions sont presque entièrement fondés sur des inscriptions qui n'existent pas. Voilà. Alors maintenant la question est, était-ce une mystification et un canular? Je pense que Samra a exploré cette piste. Moi, je pense qu'il se mystifiait lui-même. Bon, ça peut être aussi... c'est aussi le problème de disciplines où il y a très très peu de spécialistes, où tout le monde se connaît, et où bon, il y a peu de gens qui peuvent faire les vérifications. Et puis, comme tout le monde se connaît, s'invite, s'estime, on n'a pas envie de regarder ce qu'il y a dans le placard. Voilà. Donc, les inscriptions, voilà ce qu'il y a à dire. Alors, on a aussi progressé sur les pierres. Je vous avais donc dit que les 3 pierres, ce sont du cristal de roche en blanc transparent, ça reste. De la pâte de verre pour les fleurons en verre, ça reste aussi. Et sur la foi d'anciennes publications, je pensais que le rouge, c'était de la pâte de verre aussi. Non, pas du tout, c'est du grenat. C'est du grenat. Donc l'objet est encore plus précieux que ce qu'on pouvait imaginer. Alors les valeurs, bon, ce que j'ai dit à l'un de ces cours ici, c'est qu'on peut explorer toutes les possibilités de signification pour le choix des couleurs et la disposition des couleurs. Il y en a une que j'écarte, c'est qu'on ait fait ça pour faire joli. Non, il y a autre chose, très certainement. Alors, j'avais pensé à une interprétation de type social, c'est-à-dire le roi trônant à ses audiences, ce qui est attesté par des textes, au milieu des représentants des 3 grandes classes sociales de l'Iran, qu'on pourrait raccorder à ces couleurs, mais entre-temps, je pense qu'Anka est allé sur une meilleure piste en invoquant des traités hellénistiques sur les valeurs chromatiques des étoiles. Et il se trouve que les valeurs chromatiques qu'on donnait aux étoiles étaient effectivement le blanc transparent, le rouge et le vert. Et on aurait donc ici une évocation de la sphère étoilée, ce qui peut faire sens. Alors je vous dis tout de suite, il y a peut-être une numérologie à l'œuvre. Pour le moment, on n'a pas trouvé la clé, si elle existe. Bien. Mais pour ce qui est de la sphère des étoiles, ça pourrait faire sens. Parce que, au moins à l'époque sassanide, on se représentait, dans les écrits zoroastriens, et dans les écrits postérieurs d'ailleurs, on se représentait, bon évidemment, le schéma met la Terre au milieu, et on se représentait l'étagement des sphères célestes avec en bas les planètes mobiles, qui ont un statut un peu ambigu. Je vais être amené d'y revenir à propos d'un autre objet, parce qu'elles sont contrôlées par les démons. Bon, au-dessus, la Lune, l'orbite de la sphère de la Lune, au-dessus, la sphère du Soleil, et enfin, en dernier, la sphère des étoiles. Et au-delà de la sphère des étoiles, ou avec la sphère des étoiles, il y aurait la sphère paradisiaque. Bien. Le roi, la place du roi, c'est dans la sphère du Soleil. C'est dit clairement dans les textes, les rois morts les âmes des rois morts siègent dans la sphère du Soleil. Alors, vous me direz, le Soleil, on le verrait peut-être plutôt avec l'or, mais enfin, bon, on peut aussi penser que la lumière de ce cristal de roche, surtout que l'objet était vu en transparence,
peut évoquer le soleil. Autre chose qui peut associer le soleil et le roi, c'est son trône ici, puisqu'il a un trône, c'est un des deux exemples qu'on a sur les places sassanides, il a un trône avec des pégases, des chevaux ailés, qui sont évidemment une allusion au char de Mitra. Bien. Et puis, on a également l'empilement des coussins, qu'on peut compter comme 7, et qui serait à ce moment-là l'indication du Soleil contrôlant les planètes. Voilà. Pour le moment, on en est là. On a quand même progressé et surtout nettoyé. Alors, sur le destin post-sassanide de l'œuvre, alors c'est aussi Samra qui a trouvé ça. Vous reconnaissez ici, c'est notre plat. Oui, alors c'est une gravure du XVIIIe siècle qui montre comment était à ce moment-là exposé à des visiteurs privilégiés, le trésor de la basilique de Saint-Denis. Et notre plat, il est là. Ce qui pourrait expliquer l'existence de 4 trous d'accrochage. On s'est demandé s'ils étaient d'origine ou pas. Ils ne sont peut-être pas d'origine, c'était peut-être là. Il est certain que l'objet à l'origine devait être vu en transparence, sinon ça n'a pas de sens de faire une inscription, de graver en camé le cristal de roche. Alors, dans la basilique de Saint-Denis, bon, ça je l'ai dit, on sait qu'il était dans le trésor de Saint-Denis au IXe siècle, à l'époque de Charles le Chauve, que dès cette époque, il est considéré comme étant la tasse de Salomon. Alors, ça réfère aux descriptions du trésor de Salomon dans la Bible. Salomon ne boit que dans de la vaisselle d'or, c'est dit, bien. Et par ailleurs, il y a toutes sortes de spéculations idéologiques autour de la personne de Charles le Chauve qui se considère comme le nouveau Salomon, parce que son père Louis le Pieux était, pour les poètes de la cour, le nouveau David. Voilà. Et il semblerait qu'il ait voulu rassembler dans le trésor de Saint-Denis des objets qu'on pouvait supposer être originellement sortis du trésor de Salomon. Et dans son esprit, la basilique de Saint-Denis, où je crois d'ailleurs il est enterré, devait devenir une sorte de substitut du temple de Jérusalem. Voilà. Donc, voilà, l'étude se poursuit. Et maintenant, nous allons en revenir au plat où nous en étions. Alors, oui, nous en étions la fois précédente. C'est aussi, si on veut, une scène de trône, mais évidemment, ça se rattache à un répertoire qui est, disons, astrologico-mythologique, même si, bien entendu, il y a des connotations royales. Alors, je ne reviens pas là-dessus, c'est le char du dieu de la lune, attelé par des bœufs, avec en bas une divinité, c'est probablement une divinité parce qu'il a la même taille. Donc, c'est des personnages de statut équivalent, qui seraient, disons, selon Marchak et moi, qui serait Usha, la divinité de l'aube, qui apparaît comme un coucou au moment où l'image va pivoter et laisser place à celle du soleil. Selon Panaïno, plutôt Tishtria, le dieu de l'étoile Sirius, qui est un archer. Je vais revenir là-dessus. Et ce que je vous avais donc expliqué aussi, c'est que Herzfeld, depuis 1920, a établi, bon, ça a été depuis contesté, mais ça reste l'explication la plus solide, que c'est un écho d'une horloge monumentale qui a vraiment existé, l'horloge astrologique du roi Khosrow II, dont on a des descriptions byzantines et arabes. Elle était dans un de ses palais qui a été pillé par les Byzantins en 624 et elle était supposée représenter à peu près tout ce qu'il y a dans le ciel. Le roi lui-même devait trôner devant. Il y avait des mécanismes, des gongs, des mécanismes pour faire le tonnerre, et une carte du ciel qui, semble-t-il, pivotait. Bien. Et ce serait un extrait disons, une réminiscence de ce fameux monument.
Alors, je vous avais rapidement montré que ce plat a fait des petits. Hein. Il, y a, il en existe deux autres qui sont ultérieurs. Hein. Le plat de Klimova que je viens de vous montrer, disons, il est sassanide tardif ou légèrement post-sassanide, probablement fait en Iran. Celui-ci est presque certainement, je dirais même certainement post-sassanide. C'est le plat du musée de Boston. Celui-là est encore plus tardif. Stylistiquement, on le rattache à une série fabriquée à Merv au début du IXe siècle pour le futur calife Al-Mamoun, qui à l'époque est le gouverneur des provinces orientales, sous son père, Haroun al-Rachid, où nous retrouvons le Haroun al-Rachid qui aurait offert le plat de Roslo à Charlemagne. Bien. Et donc, ça correspond vraiment du point de vue stylistique, c'est extrêmement, vous voyez, c'est un travail splendide, et le dieu lunaire porte la même couronne, inspirée des couronnes sassanides tardives, que porte Al-Mamoun sur les plats qui le représentent dans cette série. Donc il y a assimilation, là, clairement, entre le dieu et le souverain. Bien. Alors, ce qui est curieux, avec ces plats, on a l'impression que parfois, ils nous mettent, ils transmettent des échos de l'œuvre originale qui pourraient peut-être être parfois plus fidèles que le plat le plus ancien, celui de Klimova. Je m'explique. Ici, très nettement, c'est beaucoup moins net sur le plat de Klimova, ça l'est beaucoup plus sur le plat du musée de Boston. Oui, vous voyez un petit monticule avec des arbres là. Bon, c'est beaucoup plus. Alors, et pourquoi ça ne veut pas? Attendez. Aïe. Alors, attendez, hein, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne veut pas avancer? Bon. Est-ce qu'il faut aller? Non, alors affichage précédent. Ah oui, je vais faire comme ça. Suivant. Oui, voilà. Là, c'est beaucoup plus développé. Hein. C'est la montagne, c'est la montagne qui fait l'axe du monde. C'est le mont Hara, qui très nettement, on voit que c'est ça. Ici, le supposé dieu qui était là est réduit à peu de choses. C'est juste un garde. Bon, là, dans ce cas-là, on a une sorte de dégradation de l'image. Les roues du char ne sont plus comprises, en réalité. Ça devient, elles sont traînées par les bœufs. Il n'y a plus d'articulation entre le trône et les roues. Bon, il a toujours le croissant lunaire, quand même. Les bœufs, on reconnaît bien. Les petits amours qui sont devenus des cochers. Bon, et alors ici, les roues ont repris leur place. Et le personnage ici a une massue, donc ça rappelle la description byzantine de l'horloge où il y avait des porte-sceptres qui activaient le gong. Donc ça pourrait être l'écho de ça. Voilà. Bon, on a toujours les petits angelots là, mais détail très curieux. Vous voyez ici cet animal qui ne figure sur aucun des autres exemplaires. Panaïno. C'est un ours ? Non. Panaïno a très bien vu ce que c'est. C'est la constellation du chien. Parce que la constellation du chien, voilà ici, je la reproduis d'après le traité de Al-Soufi sur les étoiles fixes, qui est composé, je crois, à Bagdad au Xe siècle, et qui, bon, le manuscrit, évidemment, c'est plus tardif que le Xe siècle, mais ça nous met très près de ce qu'a dû être l'astrologie sassanide. Voilà. C'est donc toute la carte du ciel, et vous voyez la constellation du chien, et dans sa tête, la grosse étoile ici, c'est Sirius. Donc, la constellation du chien est en rapport direct avec
ce personnage qui pourrait donc, dans l'idée de Panaïno, être Tishtria, auquel cas Marchak et moi, on aurait tort d'y reconnaître autre chose. Qu'est-ce que vient faire ce chien ici? L'idée qui vient à l'esprit, c'est qu'on a des bouts de cartes du ciel qui sont en train de se balader. C'est-à-dire qu'on aurait ici l'écho de ce qui est décrit en fait par les Byzantins et les Arabes, c'est-à-dire une demi-coupole qui aurait porté la carte du ciel, alors qui aurait pu être fixe, mais qui, semble-t-il, d'après la description byzantine, était mobile. Et donc, on verrait tout simplement, on aurait l'écho de quelque chose où les constellations tournaient et les astres, peut-être, enfin au moins le Soleil et la Lune, se substituaient l'un à l'autre selon qu'il s'agissait des heures diurnes ou des heures nocturnes. Je pense qu'on doit arriver à, en prenant tout ça ensemble, peut-être à remonter à une espèce d'archétype iconographique qui ne nous mettrait pas trop loin de l'horloge monumentale qui existait vraiment à la fin des Sassanides. Sur les questions d'authenticité, parce qu'évidemment il faut toujours se les poser, hein. Pour le plat de Klimova, bon, il n'y a pas de problème, il a été trouvé, comme presque tous les plats qui sont à l'Ermitage, il a été trouvé dans l'Oural, dans des tombes, c'est absolument authentique. Celui de Boston, parce qu'il y a eu quelques doutes hein, sur les authenticités. Qu'est-ce qu'on nous dit? Acquis en 1957. Bon, moi, il ne me fait pas mauvaise impression. Et celui de... celui-ci qui est dans la collection Wyvern. Je ne sais pas où est la collection Wyvern, dont il vient de paraître un catalogue magnifique. Ce sont un ensemble extraordinaire de plats byzantins et de plats sassanides. Alors, il serait attesté dans une collection russe avant 1907. Alors, Michael Shenkar m'a exprimé ses doutes sur l'authenticité. On a dit aussi que certains détails colleraient mieux avec l'époque mongole en Iran. Moi, je ne pense pas. Et les analogies très fortes avec les plats de Merv du début du IXe siècle, à mon avis, ne permettent pas vraiment d'avoir de doute. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est que cette espèce d'objet en pain de sucre ici? Voilà, il y a peut-être des détails mal réinterprétés. Enfin, on a bien le soleil et la lune ici. Bon, voilà. Alors, pourquoi oui, une raison pour laquelle ce plat aurait pu être fabriqué dans la tradition, fidèlement à la tradition sassanide ancienne, à Merv au moment de Al-Mamoun. Al-Mamoun a dans son entourage des astrologues de Merv. Les astrologues de Merv sont présents à Bagdad dès la fondation de la capitale, mais Al-Mamoun a un cercle d'intellectuels autour de lui à Merv, dont des astrologues, et il les amène ensuite avec lui à Bagdad, et c'est ce qui va être le noyau du Dar al-Hikma, la maison de la science, cette espèce d'académie qu'il a constituée autour de lui. Alors, un point problématique soulevé par Panaïno, on a conservé donc 3 plats au char lunaire tirés par des bœufs, mais on n'en a aucun avec le char solaire. Alors, c'est quand même curieux, parce que pourquoi n'avoir représenté que la Lune et jamais le char solaire tiré par Mitra, ô combien prestigieux? Alors que le char solaire est figuré sur la grande peinture de Bamiyan, je l'ai montré avant, et également sur des sceaux, sur lesquels je vais d'ailleurs être amené à revenir. Là, c'est probablement tout de même le hasard des découvertes. Le char solaire a certainement existé sur des plats. Il y a également des indices que la série des planètes sur les plats ne se serait pas arrêtée au Soleil et à la Lune. On a peut-être Vénus, mais je vais en parler un petit peu après, parce qu'avant cela, je dois évoquer un plat qui lui est en bronze. Pourquoi est-ce que je l'ai
c'est vraiment pas un chef-d'œuvre, hein. Mais bon, pourquoi est-ce que j'en parle maintenant? C'est qu'on a voulu y reconnaître une autre image de l'horloge monumentale de Roslo, qu'on appelle donc dans les textes le Tarte Tagdiz. Il est au musée de Berlin. Bon, moi je pense qu'il est plutôt post-sassanide. Alors, pourquoi est-ce qu'on a pensé y reconnaître cette horloge? C'est Phyllis Ackerman qui a publié ça en 1937. C'est celle qui avait d'ailleurs la première reconnu que sur le plat de Klimova, c'était le dieu de la Lune. Alors, elle avait beaucoup d'imagination, Phyllis Ackerman. C'était la femme de Arthur Upham Pope qui a édité l'extraordinaire collection du Survey of Persian Art. Bon, disons, elle voyait partout des symboles astrologiques et elle voyait d'ailleurs partout aussi des symboles phalliques. Alors, il y a des choses un petit peu bizarres dans les textes du Survey of Persian Art. Alors ici, bon, on voit très bien, c'est un bâtiment à arcade, c'est vraiment le Ali Krapou à Isfahan. C'est un bâtiment, un pavillon à arcade, coupole ici et deux petites coupoles là. Alors elle voit des roues qui auraient été les roues du mécanisme de l'horloge. Je les ai cherchées et je ne les vois vraiment pas. Et puis il y a une paire d'ailes ici qu'elle dit être tirée de la couronne de Roslo II. Ça indiquerait donc que c'est l'horloge mécanique de Roslo II. Bon, tout ça, ça ne tient plus. Ça ne tient plus parce que ce symbole des ailes, on l'a maintenant massivement dans l'art sassanide, dans un certain nombre de contextes, parfois sous des portraits, parfois sous des bâtiments. L'idée qui est en général maintenant soutenue, et que je crois authentique, c'est que d'une certaine manière, ça évoque le ciel. Voilà. Ça évoque quelque chose qui est au ciel. Alors, ça pourrait parfois être un signe que le personnage est mort, ça pourrait indiquer qu'il a un statut divin, enfin voilà. C'est quelque chose de céleste. Bon, ce qui... voilà, alors vous me direz, l'horloge mécanique de Rousseau est représentée aussi le ciel, donc ce ne serait pas non plus complètement impossible. Mais je pense qu'on ne voit en tout cas pas les roues. Pour moi, c'est un bâtiment, évidemment, c'est pas un bâtiment ordinaire, c'est un bâtiment symbolique, un temple, tout ce qu'on veut. Les coupoles à la fin de l'époque sassanide, dans l'architecture, semblent de plus en plus réservées aux temples. C'est-à-dire qu'elles sont associées à des palais au début de l'époque sassanide, les palais de Firuzabad, par exemple, ou Bishapur, et ensuite non. Ça, c'est Calieri qui le soutient dans son livre très intéressant sur l'architecture et représentation dans l'Iran sassanide, 2014, ce sont les conférences qu'il nous a données ici, les conférences Yarchater. La coupole aurait de plus en plus, vers la fin, dans l'architecture sassanide finale, un usage lié à des bâtiments cultuels. Et d'ailleurs, le mot même qui a fini, l'un des mots qui désigne le temple du feu dans le vocabulaire pélévi, c'est gombad, c'est-à-dire la voûte, la coupole. Bien. Alors, moi j'ai une idée, bon voilà, je pense que c'est le paradis. Je pense que c'est le paradis, ce serait en fait la seule représentation qu'on a du paradis en tant que bâtiment dans l'art sassanide. Alors, on ne l'a pas dans l'art sassanide, on va voir après une évocation du paradis, mais pas le bâtiment, ce qui s'y passe. Bien. Mais on l'a dans les textes. Et notamment, on a dans l'inscription du Maj Kirdir, qui donc au IIIe siècle a fait un voyage dans l'au-delà et a raconté ce qu'il avait vu, à la fin de son voyage, il arrive au paradis et il dit « Et maintenant, un Aïwan apparaît dans le ciel ». Aïwan, c'est un mot qui a diverses significations. Ça peut désigner un portique, mais c'est aussi, dans ce contexte-là, ça veut dire tout simplement un palais. Hein, c'est la partie pour le tout. L'origine de ce mot, c'est tout simplement Apadana,
c'est dérivé du mot perse apadana, qui signifiait au départ un palais à colonnes. Bien, apparaît dans le ciel. Ah ben pour moi, c'est ça. Voilà. Les ailes, ça veut dire le ciel, un haïwan et une sorte de motif végétal qui irradie. Et je pense donc qu'il s'agit du paradis zoroastrien. Je n'exclurai pas que des propriétaires musulmans aient pu aussi bien y voir leur paradis. L'histoire de ce plat ne s'arrête pas là, c'est curieux, toute l'encre qu'il a fait couler, parce qu'encore une fois, c'est vraiment pas un chef-d'œuvre, mais ce plat a eu un destin très curieux dans la science. Il a inspiré un livre d'un savant norvégien qui s'appelait Lars Ringbøm, en allemand Graal Tempel und Paradies, le temple du Graal et le paradis. Alors, on a vu le Graal avec Armata et la coupe du cabinet des médailles. L'art sassanide a beaucoup inspiré les aventuriers de l'Arche perdue, la quête du Graal. Bien. Alors, Ringbøm ne sort pas de rien parce que c'est un représentant de l'école d'histoire des religions d'Uppsala en Suède, école ô combien prestigieuse, avec des gens comme Nuberg, Vikander, Widengren, tout ça a beaucoup vieilli, mais enfin, ce sont des gens qui ont considérablement fait avancer les études, notamment parce qu'ils étaient très transdisciplinaires et qu'ils travaillaient tout aussi bien sur le zoroastrisme, le manichéisme, parfois la mystique musulmane, etc. Alors, pour Ringbøm, c'est tout simplement, c'est le temple, c'est à la fois le temple de Tarte Soleiman, c'est-à-dire le seul grand temple du royal sassanide l'un des trois grands feux royaux, le seul qui ait été fouillé, ça correspond au temple de Ladur-Gushnasp en Azerbaïdjan, il se visite encore, bien. Ce serait Ladur-Gushnasp dont on commençait à avoir des rapports de fouilles à ce moment-là, au moment où Ringbøm a écrit, mais en même temps, c'est Montsalvat, la forteresse où, dans la légende du Graal, est conservé le Graal. Alors après ça, Montsalvat, on l'a cherché partout, notamment à Montségur, quelques esprits en goguette, officiers nazis, mystiques, ont effectivement cherché Montsalvat à Montségur. Bien. Ce château aurait donc abrité le culte du Graal, mais qui ne serait que la transposition du culte zoroastrien du Haoma, la plante sacrée qu'on pile dans le rituel zoroastrien encore actuel, qu'on pile dans un mortier, etc. etc. Alors, ce qui est très curieux, c'est que ces théories délirantes ont eu un accueil très enthousiaste dans les milieux scientifiques, certains milieux scientifiques. Et quand on lit la correspondance entre Mircea Eliade et Stig Vikander, donc Vikander, l'un des représentants de l'école d'Uppsala, on voit, avec une certaine surprise, des appréciations extrêmement positives du travail de Ringbøm. Le cercueil a été cloué par Jacques Duchesne-Guillemin, qui généralement mettait à toutes ces choses beaucoup de bon sens. Il s'est senti obligé de parler de ce livre dans son livre La religion de l'Iran ancien, 1962, parce qu'encore une fois, ça faisait énormément de bruit. Et voilà ce qu'il écrit, je vous le cite. « Tout cela est ingénieux. Et la reconstruction du château iranien, complet avec les gathas gravés sous l'arcade, il y a 17 gathas pour 22 arches, mais qu'importe, les gathas, donc les hymnes attribués à Zarathustra, la reconstruction, les reconstructions du temple complet sont remarquables. Elles introduisent un élément humoristique dans un ordre d'études qui en est trop dépourvu. Bien. Ceci dit, alors, je ne pense pas que ce soit le temple du Graal, mais je pense quand même que c'est le paradis. Donc, dans la moitié, disons la moitié du titre du livre de Ringbøm reste à mon avis valide. Alors, le paradis.
Le paradis, à mon avis, nous l'avons dans les plats sassanides. Donc là, je continue ma quête des thèmes qui pourraient être mythologiques et religieux. Et nous avons vu qu'il n'y en a pas beaucoup et que c'est quand même surtout lié à l'astrologie et qu'il y a une très très grande pudeur à représenter des divinités. Et en l'occurrence, bien oui, voilà un thème mythologique, mais on ne voit pas de divinité. C'est quand même assez probablement, et même je dirais quasi certainement, le paradis. Alors, c'est un objet dont je dois la connaissance à l'obligeance de Samra Azarnouch, non, alors dans le Kadan, oui, qu'il l'a trouvé dans un catalogue en ligne du musée Miho au Japon, accompagné d'une très courte notice de quelques lignes, mais une notice quand même assez pertinente. Parce que j'étais tout fier en voyant ça, d'avoir dit, ben oui, ça doit être le paradis, parce qu'on a l'océan primordial, la mer Vorukasha, où pousse l'arbre de toutes les semences. Hein, et surtout, on a deux signes qui ne trompent pas, qui nous disent qu'on est au paradis. C'est qu'on a des petits musiciens, et qui ne sont évidemment pas des musiciens réels, hein, c'est des petits amours. Celui-là, il joue de la flûte de Pan, et celui-là, je ne sais pas trop quoi. Et on a un coq. Et le coq, c'est l'animal du dieu Srosh qui accompagne l'âme dans les 3 jours qui suivent la mort. C'est celui qui l'introduit. Et ce qui est tout de même extraordinaire, c'est que dans les récits du Miraj du prophète Mahomet, quand il arrive au paradis, il est accueilli par qui? Par un grand coq blanc. Alors, donc là, c'est... bien, ils ont trouvé ça. Dans le catalogue, ils l'ont bien dit. On est au paradis parce qu'il y a des musiciens et parce qu'il y a le coq. Bien. Alors, qui est ce couple? Alors, ils disent peut-être le couple primordial. Je n'y crois pas. Parce que le couple primordial du zoroastrisme, c'est une tige de rhubarbe qui s'est divisée en 2. Donc, c'est pas ça. Ce n'est pas non plus un couple royal. Ils n'ont pas de couronne, même pas d'un... Oui, des rubans. Oui, celui-là a des rubans, effectivement. Ils ont une auréole, mais l'auréole peut indiquer qu'ils sont au paradis. Bon, c'est en bas. Alors, très intéressant. Vous avez ces animaux qui sont en fait souvent plutôt des canards. Alors, dans la symbolique chinoise, je ne garantis pas que ça marche dans la symbolique iranienne, le canard dans un bassin, c'est le symbole de la fidélité conjugale. Bon. Et en tout cas, celui-là attrape dans son bec un serpent. Donc il y a évidemment une allusion au combat du bien contre le mal. Alors, bien, c'est un couple. Bon, mon intuition, c'est qu'il s'agit d'un vœu pour renaître au paradis. C'est un vœu pour que le couple bénéficie plus tard ensemble des félicités du paradis. L'homme tient une coupe, on boit au paradis, hein, il y a une coupe d'accueil, on arrive au paradis. En général, c'est la femme qui l'attend. Bon, là, c'est l'homme, et la femme tient une fleur. Alors là, on a des images sur les reliefs sassanides, on a dit que c'était l'Aden, l'âme, la conscience qui accueille le mort quand il arrive au ciel. Sur les reliefs en question, c'est plutôt la reine. Mais c'est banal dans les scènes de couple. Bien. Et ce qui, je pense qu'on peut rapprocher d'une problématique intéressante et qui a été récemment revisitée notamment par moi, c'est la problématique dite des sceaux de mariage. On a un certain nombre de sceaux sassanides qui représentent des couples. Et ce qui est intéressant, oui, ils se regardent toujours l'un l'autre. Alors que généralement, par exemple, dans les modèles romains, quand on représente un couple, vivant ou mort, ils ne se regardent jamais. Ils regardent le spectateur. Et là, ils se regardent toujours. Bien. Vous me direz, les visages sont quand même
presque toujours de profil dans l'art sassanide. Alors, dans certains cas, c'est un couple sans caractéristiques particulières, ils n'ont pas de ruban, bon voilà, c'est monsieur et madame, mais dans certains cas, bon, on a ce rinceau autour qui pourrait bien rappeler notre arbre de toutes les semences, et puis ils sont en train de s'échanger un anneau qui représente la bonne fortune, donc on est peut-être plus là-haut qu'en bas. Et puis en bas, alors voilà, ce sont des images où on a proposé peut-être de reconnaître plutôt le vis-à-vis de l'âme de l'homme quand il arrive au paradis et qui va se trouver en face avec l'Aden. J'étais souvent amené à en parler parce que c'est un thème absolument central dans les conceptions eschatologiques du zoroastrisme. L'Aden, c'est la partie féminine, c'est d'une certaine façon la partie féminine de l'âme masculine qui va accueillir le mort dans l'au-delà, et la grande notion, c'est sur la racine qui veut dire voir. Et donc l'Aden, c'est celle qu'on voit en arrivant au paradis, dont la vision va permettre de savoir si on est damné ou bienheureux. Parce que si on est damné, ce n'est pas une jolie fille qui va vous accueillir, c'est une affreuse mégère qui va vous insulter. Bon. Par ailleurs, on la voit, mais elle voit aussi. Elle voit elle voit la conscience de celui qu'elle a en face de lui. Alors, il y a toute une étude récemment par donc, Sabra Zarnouch et Olivia Rumble sur le thème de l'Aden dans la revue d'histoire des religions à laquelle je vous renvoie. Alors, le premier qui a quand même montré que sur certains de ces sceaux, on a peut-être plutôt la rencontre de l'âme et de l'Aden, c'est Gherardo Gnoli. Mais il n'a pas pris ces sceaux-là, il a pris des sceaux comme celui-là, où on a une femme seule, donc, qui tient une fleur, hein, comme sur notre plat. Et celle-là, alors elle nourrit un coq. Alors là aussi, on se rapproche de notre plat. Végétation, coq, donc le coq qui est l'introducteur de l'âme. Là, on est à peu près sûr qu'on est dans une signification eschatologique. Et puis parfois, c'est inscrit. Alors ici, Farormas d'Alam de bonne nature, vois-moi. Bon, il y a plusieurs façons dont on peut traduire. Moi, j'ai suivi les lectures de Philippe Gignoux. Donc, c'est un vœu. Puisses-tu me voir? C'est-à-dire, en fait, puisses-tu être bienheureux? C'est-à-dire qu'en arrivant là-haut, tu me verras, moi, la bonne daine qui t'introduira au paradis. Alors ici, tu as Bortrouan Wahram Oumir. Alors, Bortrouan, ça veut dire à l'âme sauvée. Alors parfois, c'est une étiquette qui veut dire le défunt machin. Voilà, feu machin. Mais là, ça pourrait être aussi une partie du vœu. Hein. Wahram, qu'il soit bienheureux et qu'il soit fidèle. Et je vous fais remarquer que ici, comme là, la femme a un ruban, mais pas l'homme. Donc, elle serait de statut supérieur. Ce serait une divinité, ce serait l'Aden. Bon, voilà, tout ça pour vous dire que c'est dans cet équivoque, peut-être assumé, que je placerai ce plat. Alors, le couple réel, enfin, voilà, c'est un vœu pour le paradis. Alors, est-ce l'homme et son épouse qui vont se retrouver au paradis? Est-ce l'homme qui va être accueilli par sa daine? Mais il y a probablement un jeu de signification assez subtile entre l'épouse réelle et l'épouse mystique. Alors, il y a un objet, une scène, qui peut très bien être comparée à ce plat, et il faut aller la chercher en Chine. C'est sur un des sarcophages de Sogdien en Chine, c'est le sarcophage de Yurong. Ce qui est intéressant, c'est que Yurong, dans sa jeunesse, a vécu en Iran. Il a accompagné son père, qui était ambassadeur en Iran au moment du règne de Khosrow Anushirvan. Et sur l'ensemble des reliefs de son tombeau, c'est là où on détecte le plus de réminiscences proprement sassanides. Alors,
c'est une scène, elle n'est pas n'importe où. Quand on est devant le sarcophage, on a deux panneaux qui semblent représenter l'un le dieu Mitra à cheval, bon, et l'autre des gens peut-être de la famille qui amènent un tissu. Donc c'est le tissu dont l'âme va être habillée dans l'au-delà, qu'on appelle la cédra. Et sur le mur de fond, donc on voit très bien qu'on n'est plus, on est dans l'au-delà, on a cette scène. Alors on a évidemment Yu Hong et sa femme qui festoient dans un cadre que je vais dire sans complexe paradisiaque. Alors, et il y a certaines analogies assez fortes avec ce qu'on a vu. Il y a le rinceau de vigne. Bon, il n'y a pas de coq, mais enfin, il y a des oiseaux qui ont des petits rubans. Ils festoient, ils boivent, ils changent une coupe. Il y a des musiciens. Et là, malheureusement, l'image est coupée, mais en bas, on a des scènes où on voit un combat entre un homme et un lion. Ce qui pourrait rappeler le combat entre le bien et le mal, entre la mort et la vie, qu'on a sur l'autre plat qu'on a vu avec le canard qui attrape le serpent. C'est ce que je connais de plus proche comme analogie. Alors, je vous dis tout de suite, sur ce plat que donc, j'ai montré là, il existe 10 lignes publiées, et c'est tout. Alors, avis aux amateurs. Là, ça mérite certainement d'être mieux connu et publié plus en détail. Alors, oui, je reviens encore donc au plat de Klimova. La difficulté soulevée par Panaïno, pourquoi est-ce qu'on a 3 plats avec la Lune et aucun avec Mitra, alors que Mitra, on l'a à Babylone sur son char, ici, debout, apparaissant au-dessus de la montagne ou le matin, et on l'a sur des sceaux sassanides. Alors on voit très bien que le char finit par être complètement désintégré. Comme ici, on a les 2 roues au-dessus des chevaux. Voilà, mais le dieu, évidemment, est représenté comme dieu solaire. C'est le cas aussi ici. Les roues, on voit encore les roues sur la caisse, et un masque de lion. Puisque ça, bien que le lion est un statut ambigu dans le zoroastrisme, puisqu'il est à la fois bon et mauvais, ici, c'est clairement la valeur astrologique du lion comme associée au soleil. Bien. Alors, une remarque que m'a faite Samra Zarnouch, c'est que ça paraît curieux quand même de voir que, alors que Mitra n'est jamais assis, il est debout sur son char. Sur le plat de Klimova, le dieu de la lune est sur un trône. Alors pourquoi cette différence de traitement? Je n'ai pas vraiment de réponse, mais je dirais qu'on a un autre dieu planétaire qui est probablement ce qui est sur un trône, probablement, mais il ne faut pas aller le chercher dans l'Iran sassanide. Il ne faut pas aller le chercher dans l'Iran sassanide, et il ne faut pas non plus aller le chercher sur un plat. C'est sur un ossuaire de Samarcande. Alors le voici. En fait, c'est un bout d'ossuaire. Il faut vous dire que l'image qu'on voit là, elle est en négatif. C'est un ossuaire sur lequel on a imprimé un fragment d'un autre ossuaire plus ancien. Bien. Et on a ici un personnage il est visiblement sur un trône, et il tient à la main un masque géant et assez grotesque. Et ici, il a une épée. Alors, dans ma thèse, il y a 40 ans, il y a prescription, je m'étais laissé égarer par des publications soviétiques où on nous expliquait que c'était David tenant la tête de Goliath, parce qu'ici on aurait la fronde. En réalité, la fronde n'existe que dans les photos retouchées publiées par Madame Pougatchenkova. Alors ça, c'est aussi une calamité des vieilles publications russes. C'est les photos, ils avaient des mauvaises techniques de reproduction photographique, alors les retouches de photos. Et parfois, ça entraînait des désastres dans la publication de certaines œuvres. Aujourd'hui, on a Photoshop, on trafique tous les photos qu'on publie, mais enfin, ce n'est pas aussi grossier comme procédé. Et j'avais pensé, à la suite de certains auteurs soviétiques, que c'était un ossuaire chrétien
parce qu'il y avait ici une croix. Et donc ce serait normal d'avoir le thème de David, vainqueur de Goliath, comme symbole de la victoire sur la mort. Entre-temps, Marchak est passé par là, et il a bien montré que c'est pas une fronde, c'est une épée. Il le sait très bien, l'objet est à l'Ermitage. Donc il pouvait vérifier, bien. Et qu'il ne s'agit pas ici de croix, il y a des ossuaires chrétiens, mais uniquement au Khorezm. C'est tout simplement un motif architectural, de décor architectural sogdien. C'est ce qu'on fait pour faire des effets d'ombre et de lumière en mettant une brique triangulaire en saillie, une brique en creux, une brique en saillie, une brique en creux. C'est purement un motif architectural, ça n'est pas du tout religieux. Alors, du coup, il a une épée, il tient une tête coupée à la main. Qui est-il? Alors, on a dit, ça, je ne sais pas, c'est peut-être Belenitsky qui avait dit, ben, ça correspond tout à fait à non pas à une planète, mais à une constellation. C'est Persée qui tient dans la main, la tête de la Méduse, entre-temps masculinisée, et qui tient l'épée, en courant. Curieux quand même d'avoir la constellation Persée dans ce contexte. Alors Marchak a proposé autre chose. C'est que c'est la planète Mars. Pourquoi? Parce que l'iconographie arabo-persane de la planète Mars a repris l'iconographie de Persée. C'est à nouveau un guerrier avec un sabre qui tient une tête coupée. La différence, c'est qu'il ne court pas comme Persée, mais qu'il est statique. C'est Mars. Alors, voilà, ils sont assez faciles à reconnaître, même sans... Hein. Vous avez ici ce vieillard à la hache. C'est Saturne, évidemment, qui va, avec la hache qui coupe le fil du destin. Ici, c'est le Soleil. Ici, c'est la Lune. Ici, c'est Mars. La musicienne, on va revenir là-dessus à propos d'une autre image, c'est Vénus. Et les personnages sans caractéristiques particulières sont Jupiter et Mars. Jupiter habillé en rouge ou pourpre, Mars habillé en jaune. On a les 7 planètes. Donc, Mars peut très bien être représenté. Alors, l'idée de Marchak, que je crois assez convaincante, c'est que cette iconographie de Mars tenant une tête coupée existait déjà. Alors, pourquoi représenter Mars avec une tête coupée? Bon, Mars, le nom de Mars, Mars, c'est la planète associée au dieu guerrier. Donc, le nom de Mars dans les langues iraniennes, c'est Vahram, le dieu de la guerre. Mais il faut savoir que, comme je vous l'ai dit au début, dans le zoroastrisme, les planètes, à part le Soleil et la Lune, les planètes sont en fait des démons, ou contrôlées par des démons. Enfin, ce sont des démons, et la divinité qui porte le nom de la planète a en fait pour tâche de limiter, de contrôler le travail des démons et d'éviter que les démons ne fassent errer les planètes sur des trajectoires folles et de leur imposer une certaine régularité. Et donc, l'idée, pourquoi représenterait-on Mars avec une tête coupée? Eh bien, ce serait le dieu Vahram qui serait représenté comme vainqueur du démon qui risque de s'emparer de la planète. Bon, alors, les supports textuels de tout ça ne sont pas évidents, mais je pense que Marchak, l'hypothèse proposée par Marchak tient la route. Dans ce cas-là, on aurait, après le Soleil et la Lune, on aurait une autre planète. Alors, bon, ici sur un ossuaire, après tout, alors il a pu être aussi sur un plat. Voilà, alors, pour continuer toujours à propos des divinités planétaires, il y a un problème avec ceci. Voilà, de la collection Wyvern. La première fois que j'ai vu ça, j'ai dit quelle horreur, quel faux grossier, jamais les Sassanides n'auraient fait ça. Bon. J'ai maintenant, je ne sais plus trop quoi en penser, je pencherai peut-être un peu plus du côté de l'authenticité. Alors, quel est le pédigré de cet objet?
acquis, alors publié d'abord en 2009, il n'y a pas longtemps, par François de Blois dans les mélanges Sims-Williams, acquise par Wyvern en 2019, et là on nous dit, dans le catalogue, dans une collection privée depuis les années 1960. C'est dans le catalogue, oui. Alors, Michael Schenkar, avec qui j'ai échangé là-dessus, me dit « Oulala, ça c'est typiquement ce que disent les faussaires. Ils vont inventer un collectionneur privé. Comme par hasard, on ne va jamais savoir qui était le collectionneur privé. C'est une façon de légaliser, de donner un pédigré à des objets qui sont des faux. » Bon, en regardant de plus près, ça me paraît quand même du bon sassanide tardif. La façon dont sont faits les plis, même les entrechats, on les retrouve sur un plat qui représente les fêtes zoroastriennes et dont je vais parler probablement la prochaine fois. Les écharpes sont vraiment assez conformes. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc une femme qui est évidemment une déesse, qui a des rayons. Alors, pour bien nous montrer qu'on est dans le ciel, elle a un voile au-dessus de la tête qui est tenu par des angelots, des petits angelots qui viennent lui chatouiller les pieds. Elle se montre nue, elle tient une fleur et elle a deux servants. Elle est accompagnée en fait de deux danseuses. Là, on ne voit pas de musicien, mais il y a des danseuses, ce qui revient probablement au même. Celle-ci qui tient une coupe, une colombe, un des symboles associés à Anaïta. Ici, peut-être une fiole à parfum au bout d'une chaînette. À nouveau une colombe. L'écharpe flottante, ça indique qu'on est au ciel, dans des vents parfumés. Bien. Ce qui m'a fait horreur dès le début, c'est que c'est la nudité. Parce que dans l'art sassanide, c'est tout à fait exceptionnel et jamais avec une divinité. Et en plus, quand on va chercher les descriptions de la déesse Anaïta, elle n'est jamais nue, elle est lourdement habillée, au contraire, etc. Donc, j'étais immergé dans le doute, mais bon, il y a cette image dont Marchak avait, ainsi qu'avant lui Lou Conine, admettait que pour une fois, une femme nue sur un vase sassanide pouvait n'être pas simplement une danseuse et pouvait être une divinité. Vous voyez beaucoup de points communs avec la précédente, les rubans, le halo, les petits angelots. Bon, alors, Eguier Stroganov, j'ai mis dessin 1964, oh non, dessin 1764. Ça a été présenté à l'Académie, elle a disparu depuis, personne ne sait ce qu'elle est devenue. Ce qui est amusant, c'est qu'à l'époque, on n'avait guère idée de l'art sassanide, donc vous voyez, le dessinateur n'a pas compris le rendu des plis, qui ressemblent, ces petits plis en petites dépressions qu'on voit, visiblement, ce qu'il a représenté comme des espèces de points ou de boutons, c'est ce genre de plis comme ça. Il n'a pas compris. Alors, quand on voit ça, on se dit, c'est inspiré par le costume de Papageno dans La Flûte enchantée. Sauf que là, on est 30 ans avant La Flûte enchantée. Donc, c'est pas ça. Bien. Là, on peut quand même vraiment penser qu'il s'agit d'une déesse. Alors, pourquoi une exception à la prohibition de la nudité? Pourquoi peut-on quand même penser... Bon, je dis, la solution à laquelle j'arrive, c'est que c'est bien Anaïta, mais pas en tant... Ça n'est pas la déesse zoroastrienne Anaïta, la patronne des eaux, c'est Anaïta en tant que la planète Vénus. Et ce serait pour cette raison qu'on se serait affranchi des règles d'habitude utilisées pour... des règles d'habitude suivies pour les représentations divines. Bon, j'ai dépassé le temps, donc je vous laisse méditer sur ces objets, leur authenticité quand même probable maintenant, je pense,
et je vais être amené à revenir là-dessus la prochaine fois, après quoi je continuerai le passage en revue des thèmes mythologiques dans ce répertoire sassanide qui, on le voit, n'arrête pas de s'enrichir, on court après. À chaque fois qu'on pense avoir bouclé un dossier, quelque chose apparaît sur Internet. Bon, c'est pas, il faut être vigilant vis-à-vis des faux, mais tout de même, dans ce qui apparaît, je dirais maintenant quasi quotidiennement, il y a certainement une assez bonne proportion d'objets authentiques. Voilà, alors je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.